Les annonces de Macron, c'est pas destiné à rassurer les Ukrainiens, c'est destiné à créer une division de plus au sein de l'électorat. Macron a parfaitement compris que diviser pour mieux régner, surtout il n'a pas de majorité. Infliger le budget 2024 avec 11 ou 12 49-3 consécutifs, ils avaient donc tous les pouvoirs. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Personne ne pouvait dire non, mais là, 11 milliards de coupes budgétaires, c'est trop ou c'est pas assez. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils auraient pu mettre 30 milliards de coupes. Personne n'avait rien à dire. Et quand vous avez plus de 50% des bitcoins qui sont produits aux États-Unis, est-ce que c'est pas les États-Unis qui commencent à devenir les maîtres, non seulement du dollar, mais du bitcoin ? Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Librairie et aujourd'hui je suis aux côtés de Monsieur Philippe Béchade. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Très bien, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. On avait pu échanger, ça fait peut-être un an maintenant. On avait parlé de l'euro numérique que vous aimez particulièrement. J'adore. On avait parlé aussi de la monnaie fondante, qui n'est plus un fantasme, ça a été fait par la Banque centrale de Chine. Voilà. Ok, alors on pourra peut-être en rediscuter. On a plein de sujets à traiter, et notamment les marchés records historiques et le Bitcoin qui est en train d'atteindre des sommets avec l'adoption de l'ETF Bitcoin, etc. On peut peut-être en discuter, mais dans un premier temps, au niveau des marchés, qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Ce qui se passe aujourd'hui avec le CAC 40 qui atteint des records historiques, le SP500 aussi. En fait, pratiquement tous les marchés mondiaux, hormis peut-être celui en Chine. Si tout se passe bien, on va boucler une 20e semaine de hausse. Alors, je ne peux pas dire consécutive, parce qu'il y a d'abord eu 9 semaines de hausse du 30 octobre au 28 décembre. Okay. 9 semaines. Première semaine 2024 avec une petite consolidation. C'est une semaine de 4 jours. Si elle avait duré 5, peut-être qu'on n'aurait même pas eu de baisse. Et puis, on est reparti derrière sur 9 semaines de hausse supplémentaire, plus une qui fera la 20e. Donc, autant le savoir, ça n'a jamais existé dans les marchés. Une fois, en 1972, on avait eu 9 semaines de hausse consécutive sur le S&P. On l'a 20 sans consolidation. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une sorte d'ovni pour les analystes techniques qui ont des historiques sur 125, 130 ans. Il n'y a aucun équivalent. Alors, on a eu des phases, comme en 2017, où on avait plusieurs mois de hausse, mais il y avait quand même des retracements. Et ça, grâce à la science de la programmation algorithmique, on arrive à réguler complètement l'évolution des indices. On arrive à les faire monter sans volume, puisqu'on le voit chaque jour à Paris. On est à 1,2 milliard, 1,3 milliard à la clôture. Moi, j'ai connu en 2000 des séances à 4-5 milliards à la clôture quand on était effectivement sur des sommets, avec un CAC à l'époque qui était à 4007, vous vous rendez compte Donc là, presque le double, quoi. Et là, donc, on a des indices qui valent le double et on a donc des volumes quotidiens qui sont inexistants. Donc, comment faire monter les marchés sans volume? Alors déjà, il faut avoir tué tous les vendeurs. Donc ça, c'est fait depuis 2015-2016, depuis les quantitative easing, c'est-à-dire depuis qu'on a compris que c'est la Banque centrale qui maîtrise complètement le jeu et qui le maîtrise au travers de la liquidité. Donc il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus personne qui conteste la Banque centrale. Mais on n'est pas à l'abri sur une phase un petit peu euphorique, d'un emballement. Et là, ça apporte des petits inconvénients qui est que on sort au-dessus des bandes de Bollinger, on crée des situations un petit peu tendues. Donc, pour que la hausse dure et perdure, il faut réguler tout ça, il faut écrêter. Et donc, c'est ce que font les algos. Ils évitent qu'on ait ces phases un petit peu paroxystiques ou des contre-pieds un peu brutaux qui risquent de casser des canaux, entraîner des divergences. Donc, les algos, aujourd'hui, c'est une machine à gommer les divergences et à instaurer une sorte de ciel bleu permanent. C'est ça. Est-ce que du coup, ça ne remettrait pas en question le fameux adage « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » ? Pour l'instant, jusqu'au 8 mars à 16h30, pour Nvidia, l'adage, il était démenti. Okay. Voilà, on était à 85% de hausse depuis le 1er janvier. On était à 95% depuis le 1er janvier. Et on a fini cette séance-là à plus 85 seulement. Donc on n'avait pas connu ce genre de comportement de marché
depuis, on va dire, octobre 99, mars 2000. Voilà. Et là, sur Nvidia, on est à peu près sur les mêmes accélérations. Donc, beaucoup ont comparé l'évolution de Nvidia avec celle de Cisco, donc de l'automne 99 à mars 2000. Voilà. Et du coup, on en parlait précédemment, on a eu la publication des nouveaux chiffres de l'inflation. Oui, on va dire une sorte de bruit de fond, mais voilà, c'est pas très important. Alors, quel pourrait être le futur des taux d'intérêt et quid de cet impact sur les marchés? Puisqu'en règle générale, est-ce que les taux d'intérêt bas n'ont pas un effet stimulant, on va dire, sur les marchés? Et est-ce que ça ne voudrait pas dire que ça va continuer à monter, entre guillemets? Ce qui est merveilleux, si vous voulez, c'est qu'on a eu 18 mois de hausse des marchés avec le cycle de relèvement des taux le plus brutal des 100 dernières années. Et les marchés s'en sont très bien portés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un narratif. Oui, ça va être brutal, donc ça va être rapide. C'est comme lorsqu'on retire un sparadrap, aïe, ça tire un peu les poils. Mais si on tire fort et vite, la souffrance ne dure pas longtemps. On se frotte un petit peu, on apaise la sensation de brûlure. Et on est reparti vaillamment. Là, donc, 18 mois de hausse. Et derrière, le narratif, plus les taux montent, plus ils vont fort, plus ils vont les baisser vite. Et fort, voilà. Donc, quand les taux montent rapidement, c'est pas trop un problème parce qu'on anticipe déjà qu'ils vont rebaisser. Et puis, quand on est arrivé au bout, on se dit, ça va baisser très fort en 2024. Non, ça va pas baisser très fort. Je sors tout de suite mon deuxième narratif. Oui, mais s'ils ne baissent pas les taux, c'est qu'il n'y a pas nécessité. C'est que l'économie va très bien. Elle est beaucoup plus robuste que ce qu'on anticipait. La hausse des taux, là, on est passé de 0 à 525, 550 points. Finalement, ça n'a pas vraiment affecté l'économie. Donc, tout va bien. Donc, on arrive en fait à je dirais aujourd'hui, à cette espèce de phénomène d'idéalisation complète de la situation des marchés. Donc, quand les taux montaient, c'était « bad news is good news ». Mauvaise nouvelle, ça veut dire que les banques centrales vont en tenir compte. Elles vont rebaisser les taux. Puis après ça, on s'aperçoit qu'elles vont peut-être pas les rebaisser. Donc, good news is good news. L'économie est robuste. Les entreprises ont vu leur chiffre d'affaires ou leurs bénéfices ralentir moins que prévu pour celles qui avaient malheureusement des circonstances un petit peu compliquées à affronter, notamment toutes celles qui sont très consommatrices d'énergie, avec l'explosion du prix du gaz, du pétrole, de l'électricité. C'était compliqué. Donc ceux qui devaient perdre ont moins perdu, et ceux qui gagnent, donc l'IA, les semi-conducteurs, ont finalement peut-être plus gagné que ce qu'on espérait. Et puis on arrive alors maintenant à « no news is good news ». C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on nous annonce, c'est des non-événements. Les créations d'emplois, c'était plus fort qu'attendu. Oui, mais on a révisé en baisse les mois précédents. L'inflation, oui, c'est une déception quand même. Janvier, c'est une déception. Février, c'est une déception. Mais c'est une petite déception, vous voyez. On attendait 2,9, on a eu 3. Après ça, on attendait 3, on a eu 3,2. Finalement, qu'est-ce que c'est que 0,1 ou 0,2? C'est quand même pas grand-chose. Ça va pas bouleverser le monde merveilleux de la finance. Donc, bad news is good news is good news, and no news is good news. Donc, toujours des bonnes nouvelles. Ne peut absolument pas baisser. Voilà l'état d'esprit dans lequel est le marché aujourd'hui. Et là, on revoit et on entend à nouveau des commentateurs qui viennent tous le soir avec le sourire commenter le dernier record, bien sûr, du S&P et du Nasdaq, et vous dire, oui, regardez, ce qu'on voit là, tout simplement, c'est le retour de Goldilocks. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'automne dernier, on montait déjà pendant 9 semaines en nous disant 2024, ça sera le retour de Goldilocks. C'est toujours Goldilocks, en fait. Voilà. Donc, tant que ce mot-là sort de la bouche des gens qui manipulent l'argent, il ne peut rien se passer. Et puis, les algos font le reste. Les algos utilisent le peu de flux d'investisseurs. On le voit à Paris, il n'y a pas d'acheteurs. Et le peu qu'on a, ça suffit, puisqu'il n'y a plus de contestation. Alors du coup, quelle serait la solution
par rapport à cette situation pour y remédier et avoir des marchés dits normaux, entre guillemets? Je ne sais pas s'il faut y remédier, parce que ceux qui nous écoutent, s'ils ont un portefeuille boursier, le voir monter Moi, le éternellement. premier à titre personnel. Voilà, le voir monter éternellement, il n'y a rien de plus plaisant. Il n'y a pas eu de période plus merveilleuse que octobre 98, mars 2000. Il n'y a pas eu de meilleure période que juillet 2016, décembre 2017. Ça montait tout le temps. 11 mois de hausse sur 12. Qui voudrait remédier à ça? Pourquoi y remédier? Bien sûr. Alors 2017, il faut se rappeler du contexte. Les banquiers centraux lancent la planche à billets, c'est le quantitative easing, et surtout, c'est ce mot d'ordre, le coût du risque, c'est zéro. Oui, puisque les taux étaient à zéro. C'est les Japonais qui ont lancé ça quelque part depuis longtemps, mais ça a été repris. Le coût du risque, c'est zéro. Alors, c'est quoi la fonction du marché? C'est de découvrir le coût du risque. Bien sûr. Voilà. Il n'y a plus rien à découvrir, puisque la Banque centrale l'impose. Taux zéro, le risque ne vaut rien. Donc, ça veut dire que les bons ou les mauvais projets, de toute façon, ils ont à peu près la même probabilité d'avoir une suite favorable boursièrement. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où le banquier central dit le risque c'est zéro, voilà, le marché n'a plus de fonction. Puis d'un seul coup, ils reprennent la main. Ils disent à force de ne pas bouger les taux, on va finir par se dire à quoi servent les banques centrales, on ne sert plus à rien. Allez, on reprend la main, on fait fort et on met 550 points de mieux. Bon. Et puis, on vend quelque part, effectivement, ce narratif. Ouais, mais ça monte vite, mais on les rebaissera vite derrière. Et du coup, par rapport au risque, parce que là, on est effectivement sur les marchés financiers classiques, si on parle de bourse, mais il y a quand même le développement de marchés. Alors, est-ce qu'on peut parler de marchés alternatifs, type crypto-monnaie et l'explosion notamment du Bitcoin dernièrement, puisque ça fait peut-être quelques semaines, un mois et demi que le Bitcoin a explosé par rapport à 75% depuis le 1er janvier, quoi. Voilà, exactement. Et notamment l'adoption de par la SEC, donc l'équivalent de l'AMF, la Securities and Exchange Commission, donc le gendarme de la bourse américaine, l'approbation d'un ETF sur le Bitcoin. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose de normal, on va dire, de temporaire, ou un Bitcoin qui continuera de monter et des personnes qui accepteront aussi de prendre un risque différent, de s'exposer à ce marché des crypto-monnaies et notamment le Bitcoin? Alors la question, elle est très complexe en fait. Alors, l'emballement sur le Bitcoin, on va dire que si on cherchait un proxy, on verrait que c'est assez corrélé aux semi-conducteurs. Ce qui est assez normal, puisque le minage du Bitcoin dépend de l'efficacité de cartes graphiques, de GPU, pour les spécialistes. Bon, c'est des unités grâce auxquelles on fait des calculs, avec des processeurs qui sont de plus en plus rapides. Et la rapidité, c'est important, puisque un Bitcoin est émis, entre guillemets, c'est pas le terme exact, je m'excuse auprès des crypto-fans. Attention aux commentaires. Mais il faut que tout le monde puisse comprendre aussi qu'un Bitcoin est créé environ tous les 10 minutes. Donc, si vous avez des machines hyper puissantes, c'est-à-dire des fermes avec 2000, 3000, 4000 serveurs, vous pouvez arriver à miner, effectivement, peut-être en 10 minutes, avec des machines qui ont une consommation d'énergie qui est absolument gargantuesque. Il faut savoir ce que ça représente une ferme de minage. Voilà. Donc, soit vous avez vraiment la super machine et vous arrivez à miner un Bitcoin en 10 minutes. Si vous avez juste un PC, il va vous falloir 2 ans pour le miner. Vous n'avez aucune idée de ce que va vous coûter en énergie le minage, parce que votre facture électrique, en France, elle a pris 70% en 3 ans. 74%. Donc, vous ne maîtrisez pas votre coût. Le bouclier tarifaire. Par contre, les 10 prochaines minutes, si vous pouvez miner un Bitcoin en 10 minutes, vous savez exactement, vous maîtrisez parfaitement vos coûts. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, actuellement, le coût de minage, c'est $51 000. On a eu des petites périodes creuses à 30 000, mais c'est plutôt aujourd'hui au-delà de 50 000. C'est un coût moyen que tout le monde est prêt à assumer, puisqu'actuellement, le Bitcoin, il a passé les 70 000. 72 000, je ne sais pas, peut-être que lorsque cette vidéo sera lue, on sera déjà à 75 000. Peu importe. Peut-être qu'il aura rebaissé. Jusqu'à la mi-avril, miner à 50 000, 55 000, 60 000, c'est rentable.
tant que le Bitcoin est au-dessus. Après le halving, alors après, là aussi, il y a un débat sur la façon d'exprimer les choses. Alors, est-ce que la récompense des mineurs est divisée par 2? Ou est-ce qu'il va falloir 2 fois plus de temps pour miner le Bitcoin? Ou est-ce qu'il va falloir réduire ses coûts par 2? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, un petit peu comme au biathlon, là aujourd'hui, vous faites une erreur de tir, vous faites un tour de circuit. Là, à partir de mi-avril, il faudra faire 2 tours de circuit. Et il y en a que ça va épuiser, hein. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de darwinisme. Ceux qui ne peuvent pas miner à 37 000, je vais prendre ou 36 000, allez, pour prendre un Bitcoin à 72 000. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de miner à 36 000, dans un mois, vous n'êtes plus rentable. Vous ferez à marge zéro. Tous ceux qui sont à 50 000 et plus, eux, c'est fini. Ou alors, il faut qu'ils trouvent une source d'énergie vraiment pas chère, il faut un miracle. Il faut qu'ils puissent miner du Bitcoin à moins de 36 000. Par rapport à un cours actuel de 72. Donc, voilà ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir moins de mineurs, ce qui est d'ailleurs prévu quelque part par les concepteurs. Mais ça, c'est quand même un petit souci. C'est-à-dire que si jamais le Bitcoin ne va pas à 80 000 et 100 000, il va y avoir beaucoup de gens qui auront investi dans des data centers avec des machines qui leur auront coûté très très cher et qui ne les auront pas forcément rentabilisé. Parce qu'il n'y a pas seulement le coût de l'énergie. Donc là, je dis le coût de l'énergie, c'est 51 000. Derrière, il y a tous les GPU, alors notamment des serveurs NVIDIA, qui coûtent à peu près 40 000 $ pièce. Quand vous avez une ferme qui en comporte 20 000, vous imaginez. Sacré investissement. Ouais. C'est un investissement colossal. Donc, il faut en pondre des bitcoins et il faut qu'il y ait une marge. Et cette marge va être réduite d'un seul coup là, de 50%. Et selon vous, quel serait l'avenir du Bitcoin ? Alors, je vais dire quelque chose de très, très complotiste qui va faire hurler, bien sûr, tous les bitcoins maximalistes. Alors, on leur demandera de laisser en commentaire... Non, mais de toute façon, j'ai la réputation de ne pas être favorable au bitcoin. Et en plus de ça, les gens ont tendance à penser que parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos dessus, je suis complètement à la ramasse et totalement à côté de la plaque sur ce que sur ce qu'est le Bitcoin. Si vous êtes contre, c'est que vous ne comprenez rien, quoi. C'est ça. Hein, et si vous n'employez pas le bon vocabulaire, si vous essayez de simplifier, c'est que visiblement vous ne pouvez pas comprendre les choses ultra complexes. Ouais. Pas le droit de s'exprimer non plus, du coup. Alors généralement, ouais, ça c'est tout ça. C'est un petit peu là Schopenhauer, c'est on attaque le messager parce qu'il n'est pas crédible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, il y a plusieurs pays qui minent, mais là, les États-Unis sont en train de prendre un avantage énorme. En 2, il y a le Kazakhstan. Après ça, il y a la Russie, mais bon, ça, on ne saura pas trop combien ils en minent, bien sûr. Et pour le stockage, les adresses, elles sont situées essentiellement aux États-Unis, en Roumanie, pas tellement au Kazakhstan. Donc, ce sont certainement des étrangers qui minent au Kazakhstan. Alors, je pense qu'ils doivent miner au charbon, des trucs comme ça. Je ne suis pas sûr que le Bitcoin produit au Kazakhstan soit très, très écologiste. Pourtant, on nous dit le contraire. Écologique. Et aux États-Unis, on explique donc là que les producteurs de Bitcoin sont aussi des producteurs d'énergie. Comme ça, ils maîtrisent beaucoup mieux leurs coûts. Si vous produisez votre propre énergie, à la limite, si la facture double, si vous vendez de l'électricité en surplus, vous allez pouvoir amortir vos coûts de production de Bitcoin. Bon, je connais tout ça. Hein. Voilà, je ne m'étends pas sur le sujet, mais enfin, disons que je connais la problématique. Après, ce qui est en train de se passer, donc, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des Bitcoins sont produits sur le sol américain. Alors, j'entends bien ceux qui nous disent le dollar, ça vaut rien, les banques centrales en impriment. Et puis en plus de ça, le département de la justice américaine peut vous embêter si vous faites un usage du dollar qui ne plaît pas, parce que vous avez commercé avec un pays voyou, ou avec la Russie, ou je ne sais pas, avec quelqu'un qui ne plaît pas aux États-Unis. Donc, détenir du dollar, c'est se mettre en position de vulnérabilité ou d'être taxé, mis à l'amende, voire emprisonné, puisque c'est ça qui était le sort qui attendait les promoteurs des plus grandes plateformes, notamment Sam Bankman-Fried, et puis Binance, etc. On risque la prison si on a du dollar ou si on fait quelque chose en dollars. Donc, hop, le
Le Bitcoin, c'est complètement décentralisé, personne ne peut le maîtriser, parce que depuis le début, oui, chaque mineur a son mot à dire sur la façon dont on gère le code du Bitcoin, etc. Et quand vous avez plus de 50% des Bitcoins qui sont produits aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui commencent à devenir les maîtres, non seulement du dollar, mais du Bitcoin? Et quand vous avez le principal détenteur de Bitcoin, et ce qui sera bientôt le principal détenteur, qui sera BlackRock. Alors BlackRock, je signale qu'eux, ils ont les moyens de miner à perte. Ah oui, avec 10 000 milliards d'actifs sous gestion, a priori... Voilà. Ils ont de quoi le miner à perte. C'est-à-dire, éventuellement, si petit à petit le coût énergétique augmente et qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent suivre... De capter des parts de marché, du coup, de capter des parts de marché et d'être ceux, de devenir les référents qui peuvent donner leur avis sur la façon dont le Bitcoin doit être géré. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, on est passé donc d'un actif où des baleines avaient quand même une certaine maîtrise de l'évolution, puisque en quelques dizaines d'adresses, vous avez 80% des Bitcoins existants. Donc, ces gens-là font quand même la pluie et le beau temps, faut le savoir. Donc, moi, j'aime pas détenir un actif où je me dis, il y a des gens qui s'amusent avec mon argent, quelque part. Où ils savent, moi, je ne sais pas. Donc, j'aime pas mettre mon argent dans quelque chose qui est manipulé, manipulable, et avec des gens qui, en plus de ça, opèrent. C'est une collusion. Et c'est pas pour me faire plaisir, c'est pas pour enrichir les gens qui s'intéressent au Bitcoin. C'est pour faire des écarts et eux s'enrichir. Bien sûr. Et eux, ils sont les premiers à acheter, ils sont les premiers à vendre. Donc moi, j'aurais toujours un temps de retard. Bon. Alors, on n'achète jamais au plus haut et on vend jamais. Enfin, on n'achète jamais au plus bas, on ne vend jamais au plus haut. Mais le fait d'être sur un actif où je sais qu'il y a des initiés qui le manipulent, j'aime pas. Mais j'aime encore moins savoir que le principal détenteur, c'est BlackRock. C'est super intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, on peut se poser des questions sur l'avenir de cet actif qui est particulièrement défendu, notamment par les maximalistes. Je connais très bien leur point de vue, oui. Bien sûr. Et d'autant plus, on en a parlé un petit peu au début, notamment de l'adoption de l'ETF. Enfin, en tout cas, du fait que la SEC, donc le gendarme de la bourse, a accepté l'émission d'un ETF sur le Bitcoin, notamment... Ça existait déjà au Canada, bien avant. Hein. Mais le fournisseur d'ETF n'était pas une... Il n'était pas américain. Exact. Et l'entité n'était pas aussi grosse, en tout cas, que notamment aujourd'hui BlackRock. BlackRock, alors, il y avait 11 intermédiaires qui ont obtenu l'agrément pour émettre un ETF. Peut-être qu'il y en a eu 12, mais enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a un qui a déjà acheté l'éponge, donc on va partir sur l'hypothèse de 11. Bon, les 11, il y en a 10 qui se partagent 45%. C'est BlackRock qui est, comme pour tout le reste, comme pour tous les ETF dans le monde, qui s'est taillé la part du lion. Et par rapport à... Super intéressant ce point de vue, en tout cas vu et expliqué de cette manière. Et je sais que vous avez écrit un article en comparant le Bitcoin, qu'on appelle souvent, à tort ou à raison, l'or numérique, et l'or, parce que je sais que vous êtes quand même un adepte de l'or, cette valeur qu'on utilise depuis plus de 5000 ans au final. Et c'est vrai qu'on nous compare souvent ces deux actifs. Qu'on était capable d'utiliser quand il n'y avait pas encore de GPU. Hein. Oui. et moi, à titre personnel, en tout cas, ça m'embête qu'on compare ces deux actifs qui peuvent avoir des similitudes, pourquoi pas, mais qui ont quand même beaucoup de différences. Et j'aimerais avoir votre point de vue, du coup, sur cette comparaison qui est effectuée notamment par les maximalistes, du coup. Bon, on va enfoncer les portes ouvertes et puis je vais effectivement hérisser le poil aux maximalistes parce que j'ai peut-être oublié un des détails, mais enfin, bon, les plus gros arguments, d'abord, c'est qu'effectivement, c'est un actif dont la gestion est décentralisée. Moi, je constate qu'aujourd'hui, c'est en train de se recentraliser vers les États-Unis. Même si je ne veux pas accuser tous les mineurs, tous les nœuds d'être des complices de BlackRock ou des complices de la Fed, etc. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pensez que du coup, BlackRock pourrait devenir un mineur d'ETF, de Bitcoin, pardon? Mineur, j'en sais rien. Pourquoi pas? En tout cas, détenteurs, oui, bien sûr. Puisque leurs ETF, il faut bien les baquer. Donc, à partir de moment où on devient même plus gros que les baleines, et c'est très facile d'être plus gros que les baleines quand on pèse 10 000 milliards, sur un marché où le Bitcoin, aujourd'hui on est passé à, je crois, 1350 milliards de capitalisation. Pour le Bitcoin, c'est à peu près l'équivalent de la capitalisation totale de l'argent métal. Donc c'est déjà un exploit de voir le Bitcoin
passer la barre des 1300 milliards. L'or, il y a encore un petit peu. L'or est encore un peu loin, puisque l'or, c'est 14 000 milliards. Donc 1400, 14 000, on va dire. Il y a encore, facteur 10, quoi. Il faut encore faire x10. Alors, le maximaliste vous dit, voilà, l'or et le Bitcoin sont en quantité limitée. Et on ne peut pas en inventer. Et si on veut extraire plus d'or, il va falloir qu'on creuse plus, qu'on dépense plus d'énergie. Donc, extraire de l'or, miner du Bitcoin, ça demande de l'énergie. Alors, on est d'accord. Sauf qu'une fois que vous avez miné de quoi faire une once d'or, on va prendre le lingot plutôt, parce que la référence, aujourd'hui, là aussi, le cours du Bitcoin a dépassé pour la première fois de l'histoire le cours de l'or. Le kilo d'or. 72 000 contre 71 500, grosso modo. Mmh. Bien. Alors, une fois que vous avez votre Bitcoin à 72 000, vous le stockez sur une clé numérique, un ledger, tout ce que vous voulez. Bref, bon, c'est une panne de courant. Là où vous êtes, vous n'avez plus accès à votre actif. Ou si vous vous faites voler votre ledger, vous n'avez plus rien. Votre PC, il y a le disque qui crache, vous n'avez plus rien. Bon. L'or physique, vous pouvez éventuellement le retrouver si vous l'avez enterré ou mis dans un coffre ou stocké quelque part dans la zone franche, dans la banlieue de Genève. Enfin, il y a toujours un moyen de retrouver son or. Vous pouvez très bien ouvrir un coffre aussi dans une banque hors zone euro et avoir acheté quelques pièces à Singapour ou n'importe où dans le monde. Vous les stockez, vous allez les retrouver physiquement. Voilà. Il y a une question de sécurité avec le Bitcoin. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec son ledger, etc. Faut pas le perdre. Il n'y a aucun moyen de récupérer. On est bien d'accord. Une fois que vous avez les pièces d'or, vous pouvez les échanger. Ça ne va générer, mais pas un atome de CO2. Quand vous payez en liquide, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas des machines qui vont devoir valider l'opération. Quand vous faites une opération Bitcoin, elle génère tout le coût de l'intégration dans le bloc. Tout le calcul, etc., toute la puissance de calcul qui est derrière. Donc, l'or extrait, une fois qu'il est extrait, c'est fini. Il ne coûte plus rien en CO2. Le Bitcoin, si vous décidez de l'utiliser ou si son usage se répand, il va coûter de l'énergie. Alors, on va vous dire, ouais, mais les transactions sont beaucoup moins chères en Bitcoin. Et puis, en plus de ça, vous pouvez virer la somme que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, essayer de virer 10 000 euros d'une banque française vers une banque luxembourgeoise, suisse ou dubaïote, le banquier, c'est l'Inquisition. Donc là, je suis tout à fait sensible à cet argument qu'avec le Bitcoin, je peux déplacer de l'argent, faire des règlements, sans qu'on me demande quoi que ce soit, sans que personne ne puisse ou non s'opposer à ma transaction. Ah, vous avez déplacé votre plafond, ou justifiez-moi pourquoi cette somme est arrivée là, à cet endroit-là, d'où vient cet argent, êtes-vous un délinquant, qu'est-ce que vous avez trafiqué? Donc ça, c'est vrai que le Bitcoin apporte ça. Bon, à la limite, si vous arrivez dans un pays étranger, vous avez stocké un petit peu d'or dans une banque, vous pouvez ensuite le revendre. On ne va pas forcément vous demander si c'est de l'argent sale. En France, oui. À Londres, un peu moins, et dans certains pays, pas du tout. Voilà. Antigua et Barbuda, par exemple, je pense qu'on peut arriver avec un peu d'or là-bas, ils ne vont pas vous demander si son origine est licite ou pas. Donc là, c'est vrai que le Bitcoin a cet avantage sur le liquide et sur les actifs sous forme numérique qu'on a nous aussi dans nos banques. Aujourd'hui, les banquiers, ils nous embêtent pour ne pas employer une autre terminologie. Donc ça, c'est vrai, le Bitcoin permet de faire des échanges. Et c'est vrai, à moindre frais. Voilà. Mais à chaque fois qu'on va faire un échange, là, on participe quand même à la création de CO2 de façon assez sensible. Disons qu'il y a un coût à l'émission, on va dire. Et il y a un coût à l'usage. Et à l'usage, alors que l'or, il n'y a pas a priori de coût à l'usage. Voilà. Puis alors, l'or, physiquement, si vous en avez besoin dans l'industrie informatique pour améliorer la conductivité de vos processeurs, etc., il a un usage, il existe. Vous pouvez en faire des bijoux, vous pouvez en faire des pièces, des unités qui inspirent confiance. Une $20 or ou une 50 pesos mexicains, je veux dire que personne ne conteste trop la valeur de
de ces unités. Donc ça, c'est pas mal. Mais surtout, on peut se les échanger, la valeur est universellement reconnue et on ne génère pas un atome de CO2 pour les négocier ou effectuer un règlement avec. Donc je trouve que c'est pas mal. Ouais, moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que si le prix de l'or augmente, les mineurs sont incités à aller extraire plus d'or. Idem pour le Bitcoin. Alors, à la différence que le Bitcoin, la difficulté du coup augmente pour maintenir une masse monétaire, entre guillemets, a priori stable, stable mais en croissance par rapport à ce qui est décidé sur le réseau. Alors que l'or, ma difficulté, a priori, n'augmente pas, mes projets deviennent rentables parce que le prix de l'or augmente et donc m'incite à extraire plus d'or. Oui. Et j'ai pas une difficulté qui augmente mécaniquement et automatiquement, comme ce serait le cas avec le réseau Bitcoin. Non, ce qui se passe avec l'or, c'est que si d'un seul coup, il y a davantage de demandeurs, actuellement, les demandeurs sont les banquiers centraux. Alors évidemment, pas la BCE, pas la Fed, les autres. Voilà. Je pense ils préfèrent détenir de l'or que détenir du dollar. Oui, surtout compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que les banquiers centraux chinois, russes stockent du Bitcoin ? Je vais dire que le Bitcoin, pour contourner les sanctions, pourquoi est-ce que les Russes ne le feraient pas ? Voilà. Je serais à leur place, ou les Iraniens. Je veux dire que j'y aurais naturellement recours. Mais tout cela, ils achètent aussi de l'or. Oui. Parce que l'or, vous pouvez dire j'en ai X tonnes, et ça sécurise le détenteur. La Chine dit, reconnaît en avoir 4000 tonnes. Moi, je parierais bien sur le double. Et en étant très conservateur, la Russie a remplacé tous ces dollars par de l'or. Et quand vous faites ça, quand vous dites j'ai de l'or en caisse, ça sécurise et ça crédibilise votre devise. Pour l'instant, j'entends pas encore un banquier central, à part le Salvador, dire mes réserves, c'est du Bitcoin. Bien sûr. Voilà. Donc on n'en est pas encore là. Hein. C'est rigolo parce que j'ai fait une interview avec Nicolas Dufresne qui me disait s'il était ministre de l'économie, une de ses premières mesures serait de vider les caisses de la Banque nationale française d'or, de tout revendre, parce que c'est une relique barbare, comme disait monsieur Keynes. Oui. Donc ça va à l'exact opposé de ce que vous dites, c'est-à-dire que l'or donne une valeur... argument avec lequel je suis totalement d'accord, avec le vôtre, que c'est ce qui permet de donner aussi, de baquer, on va dire, la valeur de la devise. Et toutes les banques centrales, même si elles n'en achètent pas comme la BCE, ont, dans une plus ou moins grande mesure, de l'or. C'est dire à quel point elles ont peu confiance dans leur propre monnaie. Bon, là, on va dire que c'est quand même un héritage historique. Bien sûr. Quand les premiers stocks d'or ont été constitués, c'était effectivement en cas de guerre, parce qu'on avait bien vu avec, exemple, le mark, après la République de Weimar, quand l'Allemagne a dû payer les réparations de la Première Guerre mondiale, ils n'avaient pas les moyens de payer, donc ils imprimaient du mark, et on a fini 1923. On se rappelle très bien de ce qui s'est passé. Donc l'or, au moins, ça, c'est quelque chose qui inspire confiance. Alors j'ai effectivement un contre-exemple d'une banque centrale majeure, qui fait partie du G7, qui a zéro or. C'est le Canada. Ils doivent avoir 30 kilos, enfin, les gens vérifieront, mais ils ont tout vendu. Bon, regardez le parcours du dollar canadien par rapport au dollar américain, déjà. Ça calme. Et c'est un des pays les plus endettés au monde, et aujourd'hui, il n'y a rien. Le Canada a de la dette, et derrière, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'or, il n'y a rien. Voilà. Bon. Pour l'instant, ça va. Ok. Pour l'instant, ça va. C'est comme lorsqu'on se jette sans parachute du 33e étage jusqu'au 3e, on peut encore se dire jusque-là, ça va. Bon. Donc le Canada, pour l'instant, ça va. Ok. Donc c'est un contre-exemple, mais en tout cas, a priori temporaire, à voir peut-être que dans la durée... En tout cas, toutes les autres banques qui ont un projet alternatif au système d'échange qui règne entre les pays du G7, ils accumulent tous de l'or. Ils doivent être complètement idiots. Et voilà. Je pense que si je croisais M. Xi Jinping, je lui dirais... Va voir des experts là en France, ils t'expliqueront pourquoi avoir de l'or, c'est une connerie, c'est une relique barbare. Vends tout, et puis Narendra Modi, pareil, le bazar de tout, ça sert à rien. Achète du Bitcoin, mon gars. Bon.
Et du coup, ça permet de faire la transition aussi par rapport donc vous parliez du dollar et de pays qui préfèrent arrêter de s'exposer au dollar, notamment la Russie ou la Chine, etc., et acheter plutôt de l'or. Et il y a eu justement la demande, alors je crois que c'était un ministre ukrainien, et il y a eu la Suisse aussi, qui parlait de geler, enfin de transférer les réserves gelées de la Russie vers l'Ukraine pour reconstruire. Ça, c'est Ursula von der Leyen, ça. Ouais, C'est tous les atlantistes qui soutiennent cette mesure de confiscation qui ne s'est jamais vue dans l'histoire. oui. Voilà. Donc, s'ils font ça, alors pour l'instant, ils veulent confisquer juste les intérêts des sommes déposées. Donc, on estime les avoirs gelés de la Banque centrale russe à 300 milliards. Tout n'est pas en Europe. Bien Et sûr. on en a probablement, on a la main sur 250. Mhm. Essentiellement Belgique, Luxembourg, puisque c'est l'interface, c'est-à-dire les entreprises qui font le clearing, qui sont aussi les détenteurs actuels, les dépositaires de ces avoirs de la Banque centrale. Donc si on fait ça, si on confisque, il y a 187 ou 188 pays dans le monde qui vont se dire, si demain je fais un truc qui ne plaît pas ou qu'on m'accuse d'être complice de la Russie, ils peuvent me geler mes avoirs, peuvent me confisquer ma baraque sur la Côte d'Azur ou à Marbella, me confisquer mon yacht. C'est des voyous. Je ne prends pas le risque. Alors, il y a eu effectivement notre chère Ursula von der Leyen, et c'est récemment, j'ai plus le nom exact, et c'est un ministre aussi en Ukraine qui disait, compte tenu de l'approche des élections européennes, il faut vite transférer les avoirs russes gelés à l'Ukraine pour se reconstruire et mener à bien le conflit, parce que s'il y a des personnes pro-russes qui sont élues, elles pourraient... Quelle personne pro-russe ? Des personnes élues... Dominique de Villepin Alors, j'ai pas les noms exacts, mais selon les dires, avant les élections européennes, pour que l'Ukraine reçoive rapidement les avoirs et qu'il n'y ait pas de rapprochement avec la Russie. Et d'ailleurs, on a eu aussi les annonces de notre président de la République sur une potentielle intervention, mais finalement pas tant que ça. Comment on doit le prendre ? Alors, je veux dire, le fond de ma pensée, on est entre nous. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, je pense que les auditeurs seront très heureux. Les annonces de Macron, c'est pas destiné à rassurer les Ukrainiens. C'est destiné à créer une division de plus au sein de l'électorat. Macron a parfaitement compris que diviser pour mieux régner, surtout, il n'a pas de majorité. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est diviser l'opposition pour qu'elle ne se ligue pas contre lui. Par exemple, pour s'opposer à l'accord d'assistance économique et militaire que Macron a promis à Zelensky, sans consulter le Parlement, sans consulter personne, bien entendu, puisque Macron ne consulte personne, et surtout pas son ministre étranger aux affaires, puisqu'il est totalement incompétent, que c'est pas lui qui peut lui dire si tu fais ça, ça risque de créer des problèmes. Fais-moi confiance. Moi, je suis dans la diplomatie depuis 35 ans ou 38 ans. Hein, c'est l'âge de Monsieur Séjourné. Et je peux te dire que j'entends déjà des échos en Inde, au Brésil. Tout. Si tu fais ça, ça va être mal pris. Bon, au moins là, on sait que Monsieur Macron décide tout seul. C'est une forme de message aussi adressé aux 190 pays de l'ONU. S'il y a une question internationale, c'est moi. Hein, pour mon ministre. Enfin, lui, il va lire les fiches qu'on lui tend ou que la CIA lui tend, notamment, puisque tout le narratif que déroule M. Séjourné, c'est ce que vous entendez dans la bouche de tous les représentants de la CIA qui s'expriment. Ils ont le droit de parler, ils parlent. M. Robert Burns, il dit des choses. Ces choses deviennent des éléments de langage et qu'ensuite vous retrouvez dans la bouche de pratiquement tous les Occidentaux qui sont atlantistes. Je dis ça, je dis rien, mais vous avez des officiels de la CIA qui s'expriment. Donc vous pouvez les entendre. Ils sont interviewés dans des grands journaux, New York Times, Washington Post, etc. Et ils disent des choses. Voilà. Et ensuite, ces choses deviennent des éléments de langage. Donc on les reprend tels que. Imaginez que vous reprenez des expressions de Vladimir Poutine ou de M. Peshkov ou de M. Lavrov. On dirait, voilà, c'est un pro-russe. Dès que Poutine dit un truc, il répète comme un perroquet. Alors que nous,
nos médias, nos politiques répètent, mais absolument tous les éléments de langage de la CIA, ça ne choque personne. Je trouve ça merveilleux. Alors pour en venir donc à M. Macron, dire que si vous n'êtes pas avec Zelensky, donc vous êtes contre Zelensky ou contre Macron, et vous êtes pour Poutine. Exactement le même narratif qu'avec l'invasion de l'Irak, puisque Saddam Hussein, on le sait, allait envahir tout le Proche-Orient, et ceux qui ne pourraient pas envahir, il leur enverrait Al-Qaïda. Hein, on est d'accord. Hein, c'était le discours de Rumsfeld, de Wolfowitz et Bush. Donc, si on n'arrêtait pas Saddam Hussein, il serait aux portes de Riyad dans les 2 ans qui viennent, après avoir fait péter des bombes dans toutes les capitales d'Europe grâce à Al-Qaïda. Donc, il y en a qui ont gobé et qui sont allés dans la coalition avec les États-Unis, qui ont attaqué l'Irak, qui n'avait rien fait à personne et qui n'avait pas d'armes de destruction massive. On avait exactement le même narratif. Vous êtes avec nous ou contre nous. Et quand la France a dit là, c'est un peu gros, donc nous, on n'y va pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a entendu dans la bouche de Rumsfeld, Wolfowitz, tous les grands éditorialistes américains? La France, défaitiste, esprit de Munich, on est en 38, vous êtes pour l'Anschluss du Proche-Orient. On a entendu exactement les mêmes arguments. C'est tout aussi bidon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Du coup, quel sera... Donc, ce que dit Macron sur l'Ukraine, etc., c'est pour obtenir des points dans la perspective des Européennes et pour diviser l'opposition, ce qui a très bien fonctionné, puisque finalement, le RN, pour ne pas être accusé d'être avec ou contre Poutine, a décidé de s'abstenir. Donc l'abstention donne de facto la majorité à Renaissance, plus une bonne partie des Républicains, puisque M. Ciotti a dit qu'il allait lui aussi voter pour que, éventuellement, on fasse la guerre à Poutine. Voilà, c'est une excellente idée. La seule différence, c'est que quand on pouvait aller faire la guerre à quelqu'un qu'on pouvait battre en 3 jours, c'est-à-dire Saddam Hussein, on n'y est pas allé, alors que là, on n'a aucune chance de battre la Russie, mais là, on veut y aller. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi pour gommer un petit peu les crises internes dans le pays, notamment les agriculteurs et le super déficit qui nous est qui est prévu? Alors, je crois qu'en 2023, c'est 4,9 finalement, plutôt que... Ça sera 4,9 ou 5. Et pour 2024, ça serait 4,4 ou quelque chose comme ça. On décale d'1 an, en fait, les objectifs. Ouais. Voilà. Et la volonté, du coup, de mettre de côté 20 milliards, enfin, de couper les dépenses à hauteur de 20 milliards. Vous comprenez 40, évidemment. Et 40. Puisque quand on nous a infligé le budget 2024 avec 11 ou 12 49.3 consécutifs, ils avaient donc tous les pouvoirs. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Personne ne pouvait dire non, mais là, 11 milliards de coupes budgétaires, c'est trop ou c'est pas assez. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils auraient pu mettre 30 milliards de coupes. Personne n'avait rien à dire. Ils ont fait 11 milliards. Voilà. 1 mois et demi plus tard, il va falloir en mettre 10 de plus. Et puis on nous explique que la croissance 2024 ne sera pas de 1,4, mais elle sera probablement pas plus de 0,7. Donc la moitié. Il va manquer 20 milliards de recettes fiscales. On nous annonce 20 milliards de coupes pour 2025, il faut comprendre 40 directement. Il faut toujours multiplier par 2. Le mensonge est toujours là. Donc effectivement, l'affaire ukrainienne, avec l'autre qui joue le chef de guerre, avec ses 12 canons César et ses 50 Charles Leclerc qui sont encore en capacité de rouler, ça fait rire tout le monde. Mais au moins, on parle de ça, et c'est vrai qu'on ne parle pas des déficits jumeaux de la France, donc déficit budgétaire, déficit du commerce extérieur, ça continue, ça ne s'arrange absolument pas. Les grands équilibres, on voit qu'on est incapable de les rétablir. Et puis derrière, on met en place effectivement des mesures extrêmement, pour moi, déséquilibrées, puisque on ne tape que sur le compte de formation, 100 € à verser de sa poche, et puis les médicaments, ça fera 1 € de plus. Les ambulanciers, je pense qu'ils ont décidé d'avoir leur pot. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas abusé. C'est comme les labos avec les tests Covid. Moi, je connais des pharmaciens qui se sont achetés une Tesla en 2 mois. Voilà. C'est sûr.
Bref, il y en a qui ont profité. Il y a toujours des profiteurs dans un système, bien sûr. Les indemnités chômage qui vont être réduites, probablement, alors que la plupart des indemnités sont dans des fonds où les gens ont abondé. C'est pas l'État là qui vous fait cadeau de votre indemnité chômage. C'est votre argent. Les cadres et la plupart des caisses, c'est des caisses, gestion paritaire, et c'est abondé par les cotisants, par les futurs ayants droit, si jamais ils se retrouvent au chômage. C'est pas un cadeau de l'État. À part le régime des intermittents du spectacle, la plupart des autres régimes, c'est notre pognon. Et l'État veut mettre la main dessus en disant faut que l'État finalement récupère la totalité et récupère le monopole de la gestion. Ils s'en foutent du monopole de la gestion. C'est juste que le monopole de la gestion leur permettrait de mettre la main sur des surplus très importants, par exemple, de la caisse des cadres. Ce qui veut dire que on n'a pas de problème de déficit des régimes d'assurance, à part, bien sûr, certaines catégories de fonctionnaires et les intermittents du spectacle. Mais pour d'autres caisses, elles sont excédentaires. Donc, réduire la durée d'indemnisation, pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher ou que les caisses n'ont pas les moyens ? Si, bien sûr que si, elles ont les moyens. Donc, c'est bien pour aller confisquer l'argent. Donc, voilà. Donc, c'est toujours les petites gens qui vont être privés, on va amputer, on va raboter leurs avantages. Les chômeurs qui sont déjà extrêmement contrôlés, vous avez entendu M. le maire qui a dit on va tripler encore les contrôles d'ici 2027, c'est-à-dire d'ici les prochaines élections. On va tripler les contrôles sur les gens déjà les plus contrôlés. Par contre, les 7 ou 8 millions de cartes vitales surnuméraires, c'est marrant. J'entends pas beaucoup qu'on va mettre des moyens pour comprendre ce qui se passe et ce que ça nous coûte, bizarrement. J'entends pas non plus qu'on va doubler ou tripler les effectifs d'inspecteurs pour traquer l'argent qui fuit ou l'optimisation fiscale. On joue sur la zone grise, mais la zone grise, quand c'est vous, le simple particulier qui avait mis le pied dessus, alors là, on vous dit attention, hein, ça va vous coûter cher, mon gaillard. Quand c'est la zone grise, il y a des gens qui font un match de tennis dedans et qui sont multimilliardaires. Alors eux, ils peuvent continuer de profiter de la zone grise. Hein, elle est interdite aux gueux. Voilà. Donc, pas de remise en cause non plus des avantages accordés aux entreprises. C'est 140 milliards par an. Non, par contre, on va aller chercher ça. 100 balles sur les comptes de personnel de formation. 100 balles. Ça va rapporter combien à l'État à la fin de l'année ? 200 millions. Alors qu'une micro petite taxe ou la suppression, où on rabote justement un tout petit avantage que les entreprises ont acquise, notamment les multinationales. Si on essaie d'expliquer aux gens ce qu'on peut faire avec les holdings, etc., les filiales, les gens se diraient c'est dingue. Donc on raboterait un tout petit peu, ça se verrait même pas dans les profits des multinationales du CAC 40. Ah non, on va pas le faire. On va pas piquer 200 millions aux ultra riches. Hein. C'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Du coup, compte tenu de la situation et la conjoncture économique, de l'inflation, des taux d'intérêt, quelles sont, selon vous, les solutions pour se protéger d'investissement et quel pourrait être le futur des marchés et de l'économie pour les personnes qui nous écoutent. Comment le prendre ? On peut le dire aujourd'hui parce que c'est l'évidence que le principal danger pour de l'épargne à moyen et long terme, c'est l'inflation. Voilà. Donc, si on a 6% d'inflation, il ne faut que 12 ans pour avoir perdu la moitié de son patrimoine. Si on arrive à 2,5% d'inflation ou 3% d'inflation, c'est pas 12, c'est 24. Mais enfin bon, entre 2000 et 2024, vous avez déjà perdu la moitié. Hein. Ouais. Oui, quand on regarde depuis 2000 euros, enfin après c'est pas que l'euro, mais depuis 2000 jusqu'à 2024, effectivement, si on avait 100 000 euros dans un compte en banque, en valeur réelle, hein, parce que c'est la valeur nominale, on aurait toujours 100 000 euros, mais on aurait effectivement perdu la moitié. Vous avez perdu la moitié plus de la moitié de votre pouvoir d'achat dans l'immobilier. Finalement, il n'y a qu'une monnaie qui n'a pas perdu de pouvoir d'achat, c'est le franc suisse. Et pourtant, les Suisses, ils ont tout fait pour éviter que le franc suisse progresse trop fortement face à l'euro. Puis bon, à un moment, ils ont fini par lâcher le truc parce qu'ils ne pouvaient plus. Donc, le franc suisse, c'est une bonne référence de qu'est-ce que valent les choses si on avait un pays bien géré. Le franc suisse,
Bon, je m'avance peut-être en disant qu'il a gagné du pouvoir d'achat, mais il n'a pas dû en perdre beaucoup depuis le 1er janvier 2000. Voilà. Donc l'inflation, c'est ça qui, effectivement, mine l'épargne. Et c'est pour ça que le moindre conseiller de banque vous dira aujourd'hui, il faut faire les actions, parce que les actions, ça monte tout le temps. C'est la démonstration par l'évidence que ça monte tout le temps. La plupart de ces gens-là n'ont jamais connu une phase de correction, ne savent même pas comment ça fonctionne, ne savent pas que c'est la liquidité. Pour eux, c'est le monde merveilleux ou c'est les bénéfices qui expliquent que les cours s'envolent. Non, on arrive à des niveaux de valorisation qui sont absolument dingues. Donc, on assiste à une expansion des multiples. Donc, on a une inflation aussi, même une hyperinflation du prix des actions. Un jour, cette inflation sera corrigée, elle aussi. Surtout qu'elle repose à la base sur de l'argent qui a été inventé. Donc, à un moment, ça va se payer. Mais pour l'instant, non. Et vous avez toute une génération de gens qui n'ont connu que ça. Des marchés administrés par les banquiers centraux et qui montent éternellement. Puisque les banquiers centraux ne travaillent pas pour... si on prend l'Amérique, ne bossent pas pour les 333 millions d'Américains. Ils bossent pour les 300 milliardaires qui, de près ou de loin, sont soit actionnaires, soit interagissent avec la Banque centrale. Voilà, ils travaillent pour ça, ils ne travaillent pas pour les autres. Sinon, le dollar n'aurait pas non plus perdu plus de 50% de sa valeur depuis l'an 2000. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation, c'est ça, et que les banques centrales ne la combattent pas, s'en foutent. Ils savent que de toute façon, les riches, ils vont acheter des actions, puis il y a un effet de rareté. Plus il y a d'argent, de hot money, plus elle va s'investir là où on peut. Donc, les actions. Comme les entreprises rachètent leurs propres actions, ça augmente encore la rareté. Donc, les actions montent forcément. Mais en déconnexion totale avec toute hypothèse de profit futur, etc. Voilà comment ça fonctionne. Donc, les actions, pourquoi pas, on peut en acheter, mais il faut avoir, comme on dit, des stops serrés. Parce que le jour où ça va se retourner, j'exclus pas qu'on ait des scénarios à la EuroAPI, à la Téléperformance ou la Worldline. On se réveille avec moins 40 à l'ouverture, moins 60 au bout d'une heure et réservation à la baisse. Comme en 87, c'était le lundi noir, non? Oui, parce que là, en fait, le lundi noir, moi, je faisais partie des vendeurs. J'étais vendeur à découvert, moi, avant le crack. Ok. Et moi, je fais partie des gens qui, finalement, ont fait que le crack a peut-être pas été aussi violent. Alors, je parle à Paris, hein. Bien sûr, je n'avais pas d'action américaine. Donc voilà, c'était le désastre à Wall Street. Mais à Paris, moi, je faisais partie des gens qui, pendant les 2-3 jours où ça charclait, je rachetais. Ça s'était cassé la figure. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a aucun vendeur à découvert. La preuve, c'est que toujours, ça monte avec 1 milliard, 1,5 milliard à Paris. Donc, il n'y a personne qui va se racheter si jamais les marchés se torchent. Voilà, la réalité, c'est ça. On est très content que ça monte tous les jours, sans volume, mais il faut savoir que si ça se torche, il n'y a personne qui a des positions à racheter. Donc, il n'y a rien. Et c'est comme Worldline, quand ça a décroché, le titre était plutôt pas mal orienté, et il a décroché d'un coup, il n'y a aucun vendeur. Le jour où ça commence à décrocher, il n'y avait plus que des vendeurs et personne en face. Hein. Donc, voilà la situation un petit peu où on est. Donc, pour l'instant, les actions, ça va toujours. Donc, ceux qui veulent en faire, je dis, 20 semaines de hausse, pourquoi pas 21? Pourquoi pas 24? On ne sait pas. Mais sachez quand même quel est le risque. L'autre risque, évidemment, c'est que l'État vienne se servir sur nos comptes. Donc, on voit bien Bruno Le Maire qui dit, le livret A, et hop, ça va servir à financer des entreprises d'armement. Alors, il en aurait identifié une quarantaine, donc il n'y en a que 2 qui sont cotées, en fait, d'entreprises de l'armement en France, hein, c'est Airbus et c'est Thales. Hein. Voilà. Après, il y a des fournisseurs, mais ils sont pas cotés. Donc, pourquoi pas soutenir effectivement ces petites entreprises? Mais le problème, c'est mais le livret A, il a été fait pour fabriquer des obus ou je sais pas. C'était plutôt pour permettre de construire des logements pour que des gens puissent... la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, que les gens puissent avoir un toit, que des familles puissent se dire, tiens, si on en a un troisième, on va peut-être pouvoir trouver un truc plus grand parce qu'il y a du logement, il y a du logement disponible. Voilà. Maintenant, on veut... Depuis que Macron est au pouvoir, on ne construit rien parce qu'il considère que l'immobilier, ça coûte. Ce qui est totalement faux. Mais ça rapporte énormément.
quand on achète un bien, on verse déjà 5% à l'État, frais de notaire. L'immeuble il a été construit, ça a fait vivre des salariés sur lesquels on a prélevé énormément. Voilà. Les matériaux de construction, ils ont été soumis à la TVA. Donc le bâtiment, ça ne coûte pas. Ça rapporte énormément d'argent à l'État. Et donc là, l'État, il va taper encore plus fort sur l'immobilier. C'est pour ça que j'en parle, parce que les gens se disent, est-ce que je dois faire de l'immobilier pour contrer l'inflation? Parce que si demain on part à 5-6% d'inflation par an, au moins que de l'immobilier, j'ai quelque chose. L'État va vous massacrer. Il le fait déjà, et il le fera de façon encore plus violente, au moins jusqu'en 2027. Donc je dirais que l'immobilier, il ne faut pas l'acheter en France. Acheter de l'immobilier, mais pas chez nous. Parce que chez nous... Est-ce qu'il y a des pays de prédilection? Hors de la zone euro, oui. Ouais. Voilà. Il y a des pays Alors, les pays qu'il faut éviter parce qu'ils sont en pleine bulle et que la bulle est en train d'exploser, donc c'est tous les pays nordiques, enfin les pays scandinaves, le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Là, si vous investissez dans l'immobilier, vous pouvez perdre 30-40%. Les prix ont été multipliés par 3. Si on perd 30 ou 40%, ils seront encore multipliés par 2 par rapport à il y a 15 ans. Donc, il y a encore de la marge pour que ça baisse. Donc, il faut aller dans des pays où les prix n'ont pas forcément explosé. Voilà. Je ne peux pas vous faire une liste, mais il y en a. Peut-être descendre un petit peu au sud de l'Espagne. Voilà. C'est vrai que l'immobilier là-bas n'est pas si élevé, en tout cas par rapport à la France notamment. Non, et pour l'instant, le droit de propriété n'est pas encore remis en cause. Alors, par contre, évidemment, on ne peut pas acheter en Thaïlande, on ne peut pas acheter au Vietnam, on ne peut pas acheter dans ces pays-là, parce que vous ne pouvez pas être propriétaire. Donc là, rêvez pas, n'allez pas acheter de l'immobilier là-bas. Et encore moins en Chine, surtout aujourd'hui, puisque c'est des baux amphithéotiques en plus. Voilà, donc ça limite forcément, effectivement, le nombre de pays. Alors c'est pour ça aussi que les prix ont explosé à Dubaï. Et qu'il n'y a pas de justificatif d'origine de fonds. Si vous avez un bien à Dubaï, d'abord, ça vous permet d'y séjourner comme vous voulez, d'entrer et de sortir sans trop de difficultés. Antigua et Barbuda aussi. Si vous achetez un bien à $200,000, ça vous donne immédiatement, quelque part, le statut de résident, voire pourquoi pas un passeport à vérifier. Dubaï, c'est cher, mais voilà, ça fait partie des pays où on ne va pas vous imposer votre bien, etc. Alors qu'en France, l'État va aller se servir, puisque vous ne pouvez pas le déplacer, votre immobilier, par définition. Donc, et comme M. Macron n'aime pas l'immobilier, on va continuer de taper dessus. Puis on enlève la taxe d'habitation, on augmente la taxe foncière. On l'augmente, elle va exploser. Alors, c'est pas pour rien si, lorsque le gouvernement Attal a été formé, 3 semaines après, on n'avait toujours pas de ministre du logement. C'est juste un tiers pratiquement du budget d'un Français, soit il est locataire, soit il a acheté, il a des traites à payer. 33% du budget, et là, on n'a pas un ministre. Par contre, vous allez avoir un ministre sur un truc qui doit représenter 0,05% du budget des Français, un truc un peu exotique, avec, vous ne savez pas à quoi ça sert, mais il faut quand même qu'on le paye, ce ministre, son cabinet. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Enfin, voilà. Donc l'immobilier en France, non. Ailleurs, pourquoi pas. Ensuite Alors ensuite, s'il y avait une crypto composite qui ne soit pas quelque chose aussi spéculatif que le Bitcoin, j'irais volontiers dessus, évidemment. Mais voilà, pour l'instant, ça n'existe pas. Et pour l'instant, 90% des stablecoins, c'est des stablecoins dollars. Donc vous avez du dollar. Oui, bien sûr. Mais je vous dis, là, tel que c'est parti, bientôt, le Bitcoin, vous aurez quelque chose qui est un actif qui est en train de devenir américain. Donc on évite le Bitcoin, l'immobilier plutôt en dehors de la zone euro. Voilà. Alors le meilleur des mondes, c'est si on a même pas un stablecoin, là carrément un coin adossé à de l'or. Donc il faut que l'émetteur il ait vraiment des stocks. Il ne faut pas que ça soit du bullshit. Voilà. Pourquoi pas plutôt avoir de l'or directement plutôt qu'une crypto adossée à l'or finalement? Ouais, on peut avoir. Parce que ce serait comme avoir un ETF sur l'or finalement. Voilà, on peut avoir un ETF sur l'or, bien sûr. Alors après ça, le ETF, c'est bien parce qu'on peut choisir ce qu'on veut comme minière. Soit ce qu'on appelle une dividende aristocrate, c'est-à-dire qui distribue du dividende depuis des décennies sans qu'il y ait jamais de raté. Ceux qui me disaient encore il y a 6 mois, mais Nexity, c'est 10-11% de rendement. Fait du Nexity, boum,
Il n'y a plus de dividendes, on ne sait pas pour combien de temps. Voilà, donc au revoir Nexity. Une boîte pour laquelle j'ai la plus grande estime. Je dis pas ça, c'est sans moquerie. Mais il n'y a plus de dividendes. Voilà. Donc voilà quelque chose qui était du costaud, du solide. C'était de l'immobilier, ça distribuait. Puis là... Ah ben là, compte tenu des taux et de la conjoncture. Ouais. Donc, les SCI, les SCPI, tout ça, c'est pareil. Ça me paraît un petit peu compliqué, des questions de liquidité. Sur les ETF, il n'y a pas de problème de liquidité. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir votre ETF, comme je disais, soit Dividend Aristocrat, soit une mine qui est plus ou moins assez sensible au cycle du prix de l'or. Donc quand l'or est bas, ça ne rend pas bien pour eux. Et quand l'or monte, alors là, ça va super bien pour eux. Et puis alors là, il y a le dragster, c'est la junior, qui a quelques permis d'exploration, etc., qui a trouvé des teneurs à 3-4 grammes la tonne. Bon, avec les prix de l'énergie depuis 2020 ou 2022, c'était pas terrible. Si l'or part à 2003-2004, alors là, le coût énergétique sera plus un problème, et là, leurs bénéfices, ils vont exploser. Pour l'instant, ils perdent ou ils équilibrent. Ceux-là, ils peuvent vraiment exploser. Donc voilà, il y a aussi des ETF sur les juniors. Vous pouvez choisir. Vous choisissez votre risque. Moi, j'aime bien ça. Alors que quand vous achetez un Bitcoin, vous ne choisissez pas du tout votre risque. Et vous ne savez pas trop quels sont les plans de BlackRock à moyen terme. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on a déjà des pistes de réflexion. On laissera du coup sous la vidéo le fameux rapport sur l'or, que vous pouvez télécharger gratuitement du coup. Et puis peut-être à très vite. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce studio du coup au 23e étage de la Tour Montparnasse? Ah ben il est très très bien équipé. Je vois que tout est très bien balisé. Vous pouvez le modifier, changer les plans. Vous n'avez plus qu'à choisir la configuration et vous faites le plus élégant possible, je pense. Voilà, donc c'est confortable. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça a bien de l'allure. Merci beaucoup et à très vite. Eh bien, merci de m'avoir accueilli.